Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là ce soir pour cette rencontre. Nous, on est très heureux que Arnaud Desplechin ait accepté notre invitation. Alors, Arnaud Desplechin, il n'a pas été en couverture pour son premier long métrage, mais il a bien été interviewé pour son premier long métrage. C'était La Sentinelle, dans le numéro de juin 92. Et Arnaud, c'est, je pense, un des cinéastes qui a été le plus interviewé dans la revue. C'est-à-dire... Ils ont tous apporté. Voilà. 8 fois, 8 entretiens en 30 ans. Et il y a un record. Il y a un record absolu dans l'histoire de la revue. C'est il y a 2 entretiens le même semestre. Et avec la couverture 2 fois. Et voilà, J'en avec suis pas 2 peu fois fier. la couverture. Voilà les 7 autres. Voilà. Vous avez, alors, ils sont tous encore en vente, hein. Et juin 2022 pour Frères et Sœurs et janvier 2022 pour Tromperie. Voilà, c'était et ça c'est totalement exceptionnel. Mais on s'est dit les 2 films sont tellement différents qu'il n'y a pas de problème. C'était une question éthique. J'ai eu Michel Simon au téléphone et voilà. Et finalement, dans sa grande sagesse, il a décidé que ça va. On franchissait pas de ligne là, donc aucune ligne n'était franchie. Mais c'est vrai que les 2 films différaient beaucoup. Donc les champs explorés étaient différents. Je sais que pour moi, évidemment, j'ai dit oui parce que ça, la vie des revues m'importe. Le fait qu'il y ait des écrivains de cinéma m'importe. Plus je vieillis, plus ça m'importe. C'est une chose qui a toujours été importante pour moi, mais je suis né avec ça. Je peux en parler un tout petit peu ? Oui. Je me demande toujours pourquoi je suis aussi jeune que je désirais être réalisateur sans savoir le mot de réalisateur. Je ne sais pas comment on appelait ça. C'est-à-dire derrière la caméra, celui qui organise derrière, quoi. Souvent, les enfants rêvent d'être acteurs, surtout, parce qu'ils voient les acteurs. Oui. Mais c'est Danet qui le disait très bien quand il parlait de la cour de récréation. Ceux qui aiment bien être dans la société, moi je le formule d'une autre façon en me disant, en pensant à Truffaut aussi, il y a les gens qui aiment la vie, ils deviennent acteurs, et les gens qui s'en méfient, ils préfèrent devenir techniciens. Moi je m'en méfie énormément, donc je préfère être technicien. Et ça tient à la chose critique, c'est qu'il y avait un rituel qui était l'arrivage chez mes parents de Télérama, la connaissance de Positif. Il y avait des numéros de Positif que mon père lisait, puisqu'il avait adoré le mouvement surréaliste, ça l'avait conduit naturellement à Positif. Et surtout un rituel qui était Le Masque et la Plume sur France Inter. Moi, j'étais vraiment jeune, j'avais 7-8 ans, quoi, et je voyais mes parents écouter et discuter d'objets dont je savais qu'ils m'appartenaient à moi, que les films, c'était pour les enfants. Et donc, ils parlaient de ça, ils décryptaient, ils dépliaient. Et je me disais, c'est merveilleux le cinéma parce que des gens se penchent et écrivent. Donc, déjà, il y avait cette idée de l'écriture aux commandes des jouets, comme disait Orson Welles. Donc, c'est le meilleur train jouet électrique. du monde parce que les adultes s'y intéressent. C'est comme si les adultes parlaient de mon train électrique ou de mes soldats, quoi. Du coup, je trouve ça génial, quoi. Et aussi, pour reprendre les mots de Cavell, le fait que les films suscitent une conversation, une discussion, un commentaire, et comme il le dit en américain, que les films matter. Et ça je trouvais ça incroyablement vivant, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours été très attaché à la vie de revue, et puis c'est vrai que ma vie de réalisateur a été très liée à votre revue, donc voilà, j'en suis tout ému. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans le premier entretien, qui est l'entretien sur La Sentinelle, où on vous demande justement comment vous êtes arrivé à ce désir de cinéma, vous dites les dessins animés de Walt Disney et les trucages de Cécile B. DeMille, des 10 commandements, expliqués dans tout l'univers. Et ce qui est marrant, c'est que cette séquence de l'ouverture de la mer Rouge, on le retrouve dans... Il faut expliquer peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, qu'est-ce que tout l'univers quand même. Alors, tout l'univers, c'était une encyclopédie, j'allais dire, pour les enfants. C'était une encyclopédie en livre, hein, parce qu'on parle de cette époque où il n'était pas du tout question d'avoir des ordinateurs, des trucs numériques et des choses comme ça, hein. Donc, le côté documentaire, c'était... voilà. Et il y avait tout l'univers, cette volonté, c'était dit dans le titre, mettre tout l'univers dans une encyclopédie, mais avec une volonté de faire ça, une encyclopédie plutôt tournée vers la jeunesse. Je me souviens qu'on était... Vulgarisation, avec des belles images en couleur, des dessins, etc.
voilà, et c'était assez merveilleux, parce que déjà, c'était un objet en soi. Il y avait plusieurs volumes. Le feuilleté était déjà très beau. Ça nous aidait à faire des exposés épatants. Et il y avait des dessins avec Moïse passant la mer Rouge. Alors, moi, au cinéma, j'ai jamais trop aimé Jésus. Et, par contre, j'ai toujours adoré Moïse. Très, très vite, je le trouvais, parce que Jésus, il perdait toujours à la fin, cette histoire de ressusciter. Dans les films, j'avais du mal. Et par contre, dans les films bibliques, ça me donnait, j'avais envie d'être Moïse et tout ça. Alors, le voir traverser la mer Rouge comme ça, avec le pharaon qui le suivait, et voir le trucage après expliqué, je me disais ça. Mais les dessins animés, c'était pas, si je le disais d'une manière peut-être plus laconique à l'époque de la sortie de Sentinelle, ça rejoint la cause de la critique, le fait que pour que les films vivent, qu'est-ce qu'il veut dire Cavell quand il dit que les films y comptent? C'est un souvenir d'enfance aussi, c'est la sortie du livre de la jungle de Walt Disney. Et 66. Voilà. Oui. Donc 66, donc je calcule, donc c'est vraiment un souvenir. J'étais vraiment jeune, parce que j'avais 5 ans, 5 ans et demi. Et j'entends parler comme ça qu'il va y avoir, il n'y avait pas les bandes annonces à la télé, il n'y avait pas ça. J'entends parler qu'il va y avoir le livre de la jungle, Mowgli et tout ça, en Walt Disney. Et est-ce qu'on ira le voir au cinéma? Et je ne savais pas lire, donc je n'ai pas vu, j'apprenais à lire, donc je n'ai pas pu lire dans le Télérama. Et j'avais entendu mes parents en parler. Et je demande à ma mère, je dis, est-ce qu'on ira le voir? Parce qu'il paraît que Walt Disney, il est de droite. Donc est-ce que quand même j'aurais le droit de le voir? Et alors, ma mère, qui avait lu les articles dans les journaux et qui avait écouté à la radio, elle m'explique la chose suivante, c'est qu'il y a la scène quand Mowgli va chez le roi des singes, qui chante « Je voudrais être un homme ». Voilà. Il me semble que dans la version originale, c'est Louis Prima qui chante la chanson. Ouais. Et donc, il y avait comme une attaque contre la minorité afro-américaine pour dire « Je voudrais être un blanc ». Donc, c'était une scène raciste. Alors, donc j'ai dit, ouais, si c'est raciste, donc on va pas voir le film. Donc j'étais tricard. Et ma mère m'a dit, t'en fais pas, on ira quand même. Ouf. Mais ça me fascinait qu'un objet pour enfants puisse être regardé et déplié par la critique comme étant progressiste, réactionnaire, etc. Ça, c'est un des premiers rendez-vous. Et là, je me dis, c'est pour moi. Quand on masquait la plume, je ne sais pas si vous avez entendu ce masque à la plume, c'était délirant. Il y avait un numéro de Bory et Charançol où il faisait Bagheera et Balou. Oui, enfin, il avait 6 ans quand même, Arnaud. Il nous dit qu'il écoutait à 7-8 ans en famille le masque et la plume. Oui, mais là, j'ai un trou. Là, c'était il y a longtemps. En plus, on a eu une coupe de champagne, je ne peux pas me souvenir. Mais ça me fascinait complètement. Et ça m'a fasciné, on parle d'autant plus, Bin, puisque à cause de vos travaux sur les comédies musicales, que ça m'a rappelé un texte de Cavell, un autre texte de Stanley Cavell, qui est un philosophe américain dont j'ai eu la chance d'être un peu de connaître, quoi, et qui a beaucoup écrit sur le cinéma et qui parlait de Bandwagon, la comédie musicale de Vincent Minelli. Tous en scène, oui. Tous en scène. Et dans Tous en scène, Fred Astaire sort du train. Il a une chanson magnifique sur laquelle dont je me souviens plus des paroles. By Myself, que Cavell commente. Et juste après, il y a une scène très très troublante. Mais j'ai sûrement dire des bêtises, et justement c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait des écrivains de cinéma à mes côtés. C'est qu'il y a une scène où il dit « Shine on my shoe », et où c'est un Afro-Américain qui danse avec Fred Astaire et qui lui cire les chaussures. Oui. Et c'est la scène est absolument mystérieuse, je l'ai vue 200 fois, et elle reste une énigme totale, et elle se termine sur une énigme, puisqu'il y a une espèce d'énorme machine avec un point d'interrogation. Et il tape dessus, il a le jackpot. Et qu'est-ce qui est gagné ou qu'est-ce qui est perdu dans la scène, on ne sait pas. Alors cette scène, elle est très dérangeante à regarder aujourd'hui, puisqu'on voit un Afro-Américain qui cire les chaussures de la vedette caucasienne. D'un autre côté, on sait que le danseur qui danse avec Fred Astaire était celui qui avait chorégraphié toutes ses routines dans les films précédents. Et donc, il est reconnu, acknowledged par le film, et Fred Astaire, paraît-il, a demandé à ce que son nom apparaisse au générique de Tous en scène, de Bandwagon. Donc, est-ce qu'il s'agit de l'occultation d'une personne à cause de sa couleur de peau, ou au contraire d'une reconnaissance? Et j'ai retrouvé comme ça, à 45 ans, le même vertige que celui que j'avais enfant avec le Walt Disney. C'est que les films sont des promesses, mais c'est des promesses qui ne sont pas tenues si elles ne sont pas dépliées par vous, donc d'abord par eux, puisqu'ils les voient d'abord. Et pour nous qui fabriquons des films, pour arriver à vous parler, pour qu'il y ait une écologie des images,
Il faut que ça passe par ces écrivains de cinéma. Il le faut bien. C'est que les films comptent et donc on peut en parler. Et évidemment, avec Internet, c'est de plus en plus difficile d'en parler, de fonder une parole critique. Et c'est ce que Positif représente depuis donc 70 ans. Si on vous demandait quelles sont vos relations avec la critique depuis votre époque cinéphile, c'est-à-dire, bon, là, il y a l'enfance, mais ensuite, parce que dans les entretiens, je les ai relus qu'on fait avec vous, vous citez de nombreux longs métrages. Mais est-ce que quand vous commencez à devenir cinéphile, c'est intéressant aussi pour vous de lire ce qui a été écrit sur les films que vous aimez ou oui, moi j'ai toujours lu de la critique, oui, très, très vite. La première expérience, c'est. Vous me demandiez comme réalisateur? Oui, mais comme cinéphile, puis comme réalisateur. Avant, au lycée, assez jeune, j'ai commencé à m'occuper du ciné-club. Oui. Donc il fallait que je trouve dans le Sadoul ou dans les choses, les films, pour déjà savoir quel film je voulais voir. Puisque moi, je voulais projeter des films qui ne passaient pas à la télé. Les films à la télé, c'était juste par avidité, quoi, pour avoir les. C'était faire un ciné-club pour voir les films que vous vouliez voir. Que je désirais voir. Voilà. Donc qu'est-ce que je désirais voir? Donc on se retourne. Donc c'était avant la vidéo. Enfin, voilà. Et donc mon père, c'était le Sadoul qu'il avait à la maison. Donc c'était là-dedans que je cherchais les films. Et puis après, en cherchant dans l'appareillage critique, dans les organisations, etc., pour les ciné-clubs. Donc je lisais. Très vite, j'ai commencé à lire. Même pour rédiger les fiches. Bien sûr, et les présentations de films, parce qu'après, il faut les présenter. Et après, il y a eu, j'ai commencé à lire mes propres revues. Mes parents lisaient Télérama ou le Nouvel Observateur, donc je pouvais lire Bory, etc. Et après, j'ai commencé à m'acheter mes revues positives parce que j'aimais, parce que je comprenais, je dialoguais avec la revue. Ce qui en fait encore le cas aujourd'hui, je dialoguais avec la revue parce que je comprenais ce que je lisais. Et j'adorais les cahiers du cinéma que j'ai achetés aussi parce que je ne comprenais pas ce qu'ils écrivaient. Et donc je passais de l'une à l'autre revue, aimant l'une pour ses obscurités et aimant l'autre pour la lumière qu'elle apportait sur les films. Et les entretiens de Positif, qu'il faut bien le dire, ont été... Alors moi, je n'ai pas connu les cahiers jaunes, la Nouvelle Vague, etc. Mais dont Positif a hérité, quoi. Les entretiens. C'était une époque où il n'y en avait plus dans les cahiers. Il n'y en avait plus du tout dans les cahiers. Donc c'était vraiment... C'est revenu après. C'est revenu après, mais pas sur le même mode, quoi. Le dialogue, et puis aussi ça tient à la personne de Michel Simon, le dialogue avec les grands maîtres américains et tout ça, c'était très très lié à ça, quoi. Donc c'était pas le même intérêt. Et ça m'a accompagné tout le temps. Ça m'accompagne encore. Avec juste un trait, c'est que je lis jamais, depuis La vie des morts, je lis pas, de la même manière que j'assiste pas à mes films, je lis pas les textes sur mes films. Vous relisez les entretiens? Des fois, pas toujours. Des fois, ouais. Des fois, j'aime bien quand c'est périlleux. Des fois, je préfère non. Je préfère laisser. Mais du coup, je relis pas. Si je relis, une fois que c'est publié, je le relis pas, quoi. Je relis pas. Ce qui est un peu malhonnête, puisque des fois, je surveille le producteur quand il est en train de le lire. Je dis c'est bon ou c'est mauvais. Il me dit oh c'est pas terrible. Je dis ok bon voilà, je m'éloigne. Il dit l'entretien, j'ai l'air d'une andouille. Tu t'en sors. Bon, je m'éloigne. Mais je ne veux pas regarder, je ne veux pas penser quelque chose de la personne qui écrit sur mes films. J'espère que le film dialogue avec la personne d'une manière heureuse ou malheureuse, mais qui dialogue, quoi, de la même manière qu'avec le public. Mais je m'interdis de lire ce qui touche à mes films. Vous interdissez, mais vous savez globalement l'accueil, enfin... Même le moins possible. Presse vous fait un rapport, enfin, en disant, oui. Tel journal, ça va être favorable. Oui. On a des échos comme ça, mais je pourrais pas. J'ai des amis réalisateurs qui lisent et qui soulignent les articles sur l'AV, furieux, qui veulent écrire des réponses, etc. Alors moi, c'est quelque chose dont j'essaie de me protéger. Je sais, je devine. Je préfère le deviner. C'est une zone d'ombre. Mais parce que peut-être une fois de plus, c'est pour avoir des rapports plus sereins avec la critique. C'est un mot qui n'est pas très heureux pour moi. C'est pour ça que je préfère dire écrivain de cinéma. Mais c'est toujours dans cette obsession que j'ai de l'écologie des images. C'est que pour que les images elles respirent, que les films ils se répondent, que les films ils se dialoguent, alors que c'est des métiers assez solitaires, réalisateurs, etc. Il faut bien que ça passe, et que ça passe par des écrivains de cinéma et par des revues. Et c'est de cette manière-là que les réalisateurs, on se parle de film à film, de décennie à décennie, à travers le passé, à travers
bien sûr, c'est quelque chose qui continue à me nourrir. Mais est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles vous ne lisez pas les critiques sur vos films, c'est que, ça, évidemment, pour ne pas être blessé si la critique est défavorable, mais pour ne pas être peut-être aveuglé si la critique est trop dithyrambique, enfin, je veux dire, quels sont les risques pour vous de l'exercice ? Le risque pour moi, c'est d'abord parce que je devine vos visages dans une pénombre assez claire, mais c'est un truc que j'ai dans les premières heures quand le film sort, le mercredi. C'est d'abord avec le public, mais c'est le même rapport avec le public qu'avec les écrivains de cinéma. Le film, il sort. Moi, je ne l'ai pas vu en salle, à Cannes ni à Venise. Je sors de la salle, je fais semblant je regarde le générique de début, je sors, je rentre pendant le générique de fin. Donc, je ne sais rien de ce que vous pensez. Et le film, il passe à 9h au Hall. Et j'en textote avec la monteuse au bout de 15 minutes et je dis c'est la scène après l'accident de voiture, etc. Tu crois qu'ils ont bien aimé, etc. Et elle me dit on n'en sait rien. Et après, je lui renvoie un autre texto à 20 minutes, je dis c'est quelle scène là ? C'est quelle scène ? Et alors elle a tout le déroulé avec le truc, elle dit ils en sont à peu près à ce moment-là. Je dis est-ce que Alice, elle sait déjà, on sait le truc pourquoi avec son frère ? Non mais c'est pas vraiment dans le film non plus aussi. Alors du coup on discute, vous voyez. Et on parle et ça va jusqu'à la fin. Et au dernier texto, et je ne sais absolument pas ce que vous avez pensé du film, et j'ai pensé à tout ce que, pendant ces premières projections, c'est à la projection de 9h, mais c'est à la projection de midi aussi. Laurence Briot est très patiente. La monteuse. C'est la monteuse, Laurence Briot. Et à midi, c'est la même chose. Laurence, elle est en salle ? Non. Elle va en salle aussi. Elle va en salle. Je lui dis, ils ont ri à tel moment, etc. Il va justement. Et pendant que vous regardez, et que je ne sais rien de vous, puisque c'est le principe du cinéma comparé au théâtre, c'est que je ne sais rien de vous. Je recalcule le film et je me dis, cette scène-là, j'aurais pas dû la faire comme ça. Cette scène-ci, j'aurais pu mieux la faire. Je me suis trompé fondamentalement sur cette scène-là, etc. J'ai tous ces reproches qui me viennent et ces satisfactions en me disant, ça peut-être ils auront apprécié. Ça peut-être ils l'auront vu. Ça ils l'auront pas vu, mais ils le verront quand ça repassera à la télé. Et là je recalcule ce que j'ai fabriqué. Donc il faut que j'ignore, il faut que je sois le spectateur exclu pour que j'arrive à retravailler encore et à reprendre le travail. Il y a des cinéastes qui vont jusqu'à filmer la salle en infrarouge pour ensuite superposer sur le film pour voir comment la salle a réagi. Alors, je n'ai pas ce nerf. Je connais des réalisateurs qui font des projections test et tout ça, avec les sondages et tout ça. Est-ce que c'est un dialogue ? Je sais pas. Chacun s'en sort comme il peut, je crois, en cette matière. Pourtant, il y a des films pour lesquels vous avez fait des retournages, des retakes. C'était jamais à la suite de réactions. Non, c'était moi. Ouais. Ça, c'est formidable de pouvoir faire des retakes. C'est toujours quelque chose que je jalouse au cinéma américain. C'est la taille de leur budget. Si vous voulez, le dialogue avec le producteur est très très différent. Quand le producteur vous dit ton film est épouvantable, enlève tout, ou bien le producteur américain dit ton film est épouvantable, on va refaire. Ça, c'est vachement mieux. Ouais. C'est plus positif, quoi. On peut faire mieux, quoi. Mais des fois, il dit c'est un autre qui va refaire. Là, c'est plus difficile. Et non, les retakes, Mais vous les prévoyez, non, maintenant, dans les plans de tournage ? Oui, des fois, je prévois quelques jours des choses comme ça. Ça correspond à quoi, par exemple ? Les premiers jours, par exemple, vous refaites les premiers jours ? Non, c'est pas forcément les premiers jours. C'est de se prévoir. Des fois aussi, c'est qu'on n'a pas compris une scène, on a compris trop tard, on a compris ce que faisait l'acteur trop tard, on n'a pas su correctement l'éclairer et tout ça. Alors si c'est possible, on s'arrange pour pouvoir refaire et dans une économie réduite. Ce qui est très curieux d'ailleurs, les retakes, parce qu'on a je sais pas pourquoi je disserte sur les retakes, je ne fais pas tant que ça. Ah, si, dans La vie des morts, j'ai fait des retakes. C'était surtout sur le premier film, La vie des morts. La vie des morts, 52 minutes. Et pourtant, on n'avait pas d'argent. Hein. Mais je sais pas, il y avait une scène, en plus c'était une scène vraiment importante, c'est la fin entre Bernard Ballet et Marianne Denicourt, l'annonce, les larmes, etc. Et c'était pas bien ce que j'avais fait, c'était pas bien, quoi. Voilà, c'est tout, je savais pas filmer la scène, j'étais trop ému, trop loin, les focales n'étaient pas correctes, j'ai pas bien dirigé et tout ça, et je leur ai dit, il faut le refaire, quoi. Je suis désolé, c'est pas bien. C'était de ma faute, on y retourne, quoi. De toute façon, il vaut mieux dire c'est de ma faute. Si vous dites à un acteur c'était de ta faute, c'est pas sympa. Ça va pas le faire. Ça va pas l'aider à être meilleur quand on va le refaire. Et donc j'ai changé le blocking, quoi, la disposition dans l'espace, la mise en place, pour qu'ils aient pas l'impression de refaire la même chose, mais qu'ils jouent autre chose, d'autres sentiments. Et on a retourné
c'est la scène de fin, et qui était évidemment qui est celle qui est montée, quoi, qui du coup était parfaite. Dans les divers entretiens, là, c'est surtout, enfin, peut-être à cause des questions qu'on vous pose, mais c'est surtout sur un conte de Noël que vous en parlez, des retakes. Mais oui, parce qu'il y en avait eu beaucoup. Il y en avait eu beaucoup. Pour des raisons climatiques. Climatiques, ouais. c'est qu'on a avec le réchauffement climatique, on tournait, ça s'appelait un conte de Noël, et le décorateur venait vers moi avec des larmes dans les yeux en disant regarde les bourgeons. Et c'était pas possible, c'est-à-dire le printemps était arrivé en février, quoi. Donc c'était pas possible. Le jardin fleurissait derrière. Et donc, il nous fallait des choses comme ça. Et aussi parce que le scénario avait été écrit très vite, le producteur a demandé ce qu'on ait très peu de préparation. Et ça nous avait nuit. Et donc, il y avait des choses que je n'avais pas fini de creuser. Du coup, on a fait des petits détails partout. Et surtout, le prologue avec le théâtre d'ombre, que je n'avais pas été capable d'inventer, que j'ai inventé avec un homme qui, à mon sens, est un des meilleurs décorateurs aujourd'hui, qui est Thomas Bakeni, qui était un très jeune homme, qui était accessoiriste de Assayas à l'époque, et avec qui j'avais vu une exposition avec des œuvres. J'avais écrit un texte dans le scénario et j'avais dit nous entendrons ce texte avec des images formidables. J'ai aucune idée de ce qu'il y avait comme image formidable. Et aux États-Unis, avec Cavell d'ailleurs, j'avais été voir une exposition de Kara Walker, qui est une artiste afro-américaine qui fait des œuvres très provocatrices sur la question de l'esclavage ou du sexisme, et qui sont des ombres, des silhouettes comme ça, découpées de papier peint. Ça m'avait fortement impressionné. Je me suis dit, si on refaisait un théâtre d'ombre, et c'est avec lui qu'on a scénarisé ce théâtre d'ombre qui finalement ouvre le film. Donc, et l'épilogue avec Karen Consigny, que j'avais été incapable d'écrire, et c'est au montage que je me suis dit, on a besoin de cet épilogue, et que c'est venu. Mais ce qui est intéressant, parce que là, on parle, puisque vous ne lisez pas les critiques sur vous, mais les entretiens, il y a une chose, c'est vrai que c'est l'une des spécificités de Positif de faire de longs entretiens, mais il y a une chose qui, moi, me frappe, ça fait maintenant 40 ans que j'en fais, avec les cinéastes ou d'autres professions, d'autres créateurs, des acteurs, des actrices, etc. C'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Et quand on est critique de cinéma, faire un entretien, ça peut être un raccourci dément, parce que ça vous donne une clé, non pas du pourquoi, mais du comment. C'est-à-dire comment cette idée est arrivée et comment est-ce qu'elle a été réalisée. Et tout d'un coup, on se dit, mais oui, mais ce que je pressentais sans le savoir, parce que parfois c'est invisible dans le film, tout d'un coup, ça prend une importance. Et c'est pas anecdotique. Je pense que ça fait partie de l'exercice critique. C'est très singulier à Positif aussi, au type de dialogue que vous pouvez entretenir avec les différentes revues ou magazines de cinéma, ou pas forcément plus généralistes. Oui. C'est que quand on discute avec vous à Positif, on est à la maison, quoi. On parle du comment. Ce qu'on ne peut pas faire dans beaucoup de revues. Déjà, il faut avoir le temps. Faut avoir le temps. Mais c'est très rare. Et vous doutez bien à quel point cette question du comment ou du pourquoi peut me travailler sur tous les plans, politiques et cinématographiques. Mais voilà, c'est de parler de comment on fabrique un film. Ça c'est passionnant, quoi. Et après, on peut deviner, et chaque spectateur peut penser, ah, c'est pour ça que j'ai bien aimé, ou c'est pour ça que la scène m'a dérangé, ou c'est pour ça que, etc. Mais c'est de commencer par le comment. C'est un sentiment à la maison. Et très souvent, quand vous faites un entretien, je sais pas moi, pour un magazine féminin ou masculin ou tout ça, on dit, alors pourquoi vous avez fait ce film? Voilà, ça réduit le dialogue, quoi. Oui, parce que c'est 3 questions. Souvent, c'est 3 questions, donc il faut présenter le film au lecteur. Et voilà, nous, on postule qu'on n'a plus besoin de présenter le film. On est l'étape d'après. Et la spécificité à Positif, c'est que ce n'est pas celui qui va faire la critique du film qui fait l'entretien. Jamais. Parce que déjà, faire l'entretien, c'est une manière de proposer une lecture du film. Dès l'instant que ce n'est pas simplement c'est quoi l'origine du film, blablabla, comment ça s'est passé avec les acteurs. Tout d'un coup, il y a, ça suinte entre les questions une vision du film. Et donc, ça serait redondant si la même personne faisait après la critique, parce que d'une part, il serait tenté d'accaparer les réponses du réalisateur pour nourrir son texte. Et l'exercice qu'on fait, généralement, on prend soin, celui qui écrit la critique, de ne pas demander à ceux qui ont fait l'entretien de communiquer le texte de l'entretien. L'idée, c'est que chacun quitte à ce que des fois, ça
ça frotte un peu, hein, que le texte critique soit presque contre ce que dit l'entretien. Le cinéaste, l'entretien. Mais moi, je pense que ça peut être important. On a eu des retours de certains cinéastes qui disent aux attachés de presse, si on fait positif, alors déjà, est-ce qu'ils ont demandé un entretien? Parce que voilà. Comme vous savez, on en fait 3 par numéro sur l'actualité, donc ça veut dire qu'il faut être... il y a 80 films, hein. Donc des fois on regrette, on aimerait bien, mais il n'y a plus de place. On en met parfois un 4e au chausse-pied, mais enfin bon. Donc avec des cinéastes qu'on suit, parce il y a aussi une chose chez nous, c'est qu'on n'est pas inconditionnel. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait un entretien qu'il y en aura un autre pour le prochain. Il se trouve que ça a été le cas là, mais c'est plutôt... Il y a eu des films sans entretien. On a fait 8 entretiens, il n'y a pas 8 films. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on les aimait pas. Hein. Et parfois on dit des critiques, on les a défendus, mais voilà. On peut se dire déjà dans l'actualité de ce mois-ci, peut-être que tel autre film a plus, non pas besoin, mais mérite plus d'être soutenu. Et on a déjà fait des entretiens pour les 3 derniers films d'Arnaud Desplechin ou de quelqu'un d'autre. Peut-être on peut passer un tour, et puis si on en fait un la fois d'après, on rattrapera. Voilà, on parlera des 2 derniers et pas uniquement du dernier. Et on a parfois des retours. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a des cinéastes qui sont contents, enfin ils sont rassurés même qu'on demande un entretien, ou surpris agréablement. On dit ah bon, positif. Et puis ça les fait flipper du coup parfois. Et on se rend compte aussi que quand on en fait plus d'un avec les mêmes cinéastes, les cinéastes aiment bien qu'on vienne assez tôt. Et nous, ce qui tombe bien aussi, c'est que notre bouclage est très tôt dans le calendrier, parce que les délais de fabrication sont longs. Et pourquoi, à votre avis, c'est intéressant d'avoir un entretien très tôt avec... Ce qui est plus agréable d'avoir l'entretien tôt, c'est de ne pas répéter des choses qu'on a dit avant. C'est de vous donner quelque chose de ne pas savoir, d'arriver, de ne pas avoir un discours formaté, performant, vendeur. Vous voyez, si vous arrivez les premiers, c'est plus agréable. Oui, parce que vous êtes quand même en promo. C'est-à-dire quand on... Voilà, donc c'est qui est très bien. Oui. Il y a des côtés positifs. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire avec la promotion. Non, parce que sinon, on pourrait dire je suis artiste, donc on pose des questions. Ouais. C'est pas vrai, c'est parce qu'on a fabriqué quelque chose qui tend vers l'art, avec qu'on a un dialogue. Sinon, j'ai aucune légitimité à être interviewé sur rien. Je suis un citoyen normal, j'ai aucune raison de. Donc c'est très bien d'être en promotion, mais si on peut se détacher un peu de ça, ou avoir une parole plus fraîche ou plus neuve, puis exposer, puis c'est assez utile parce que. Enfin, je me souviens sur ça. Moi, j'en pense quelque chose après l'entretien, comme c'est un entretien long. Tout d'un coup, c'est ce dialogue, je vous disais, avec cette salle obscure où on ne saura jamais ce qu'il pense, ce dialogue lors d'un entretien, on ne sait pas forcément ce que vous pensez. Vous voyez, on ne sait pas. Et vous nous demandez parfois. Oui, parce qu'en fait, il y a des cinéastes qui nous disent, en fait, vous êtes les premiers à me parler du film en n'étant pas de l'aventure du film. Donc, en n'ayant pas lu le scénario, en n'ayant pas participé au tournage, vu aucun rush. Et donc, votre regard est totalement frais. Et il y a carrément des cinéastes qui nous disent, est-ce que vous avez compris cette séquence-là? Est-ce que ce plan, c'était suffisamment Ou bien, clair? Comment est-ce que vous avez compris ça? Ouais. Alors après, c'est curieux parce qu'il y a quelque chose, vous me demandiez... par exemple, moi, je ne fais pas de preview, de choses comme ça, avec des publics qui remplissent les fiches en sortant et tout ça. Les films, ils sont vus très souvent et il y a beaucoup de gens qui passent et on me rapporte tout ce qu'ils disent, on voit les courriers, etc. Et à chaque fois, j'ai la même lecture de ça, c'est que les spectateurs ont toujours raison, le réalisateur a toujours tort, puisque le réalisateur, c'est être coupable. Voilà. Le réalisateur, c'est sa faute. Voilà. Le camion de régie n'est pas arrivé, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû embaucher ce régisseur, on a tourné trop loin, j'ai choisi le mauvais décor. C'est toujours de la faute du réalisateur. Et donc très bien, le spectateur a toujours raison, mais pendant toutes ces projections
qui sont vraiment nombreuses pendant la post-production d'un film, où il y a beaucoup de gens qui voient votre travail, qui le critiquent, etc., que des mots parfois très durs, etc. Des gens soit de l'équipe, soit pas de l'équipe. Vous savez, vous avez tous les assistants du distributeur, les assistants du vendeur à l'étranger, les stagiaires du vendeur à l'étranger, les stagiaires du producteur. Vous avez tout ce monde-là qui passe. Ça fait du monde. Hein. Ça fait tout de suite 40, 50 personnes qui tournent et qui voient plusieurs projections de vos films, vous voyez, qui viennent, plus les amis invités, les amis réalisateurs, réalisatrices, etc. Ça commence à faire du monde. Et à chaque fois, il faut écouter ce que disent les spectateurs. Mais souvent, ce qu'on se dit pour se rassurer, la monteuse et moi, c'est que ces mots qui nous sont donnés et qui sont vrais, plus vrais que l'idée préconçue que je peux avoir de mon film, sont des mots, c'est des symptômes, c'est pas des diagnostics. C'est-à-dire que très souvent, ça arrive, c'est cocasse quand ça vous arrive au montage. Vous faites la 3e projection de montage, vous voyez, il y en a à peu près une dizaine pour un film, ou une quinzaine, ça dépend de la complexité du film. Et vous êtes à la projection 3, et puis tout le monde vient et vous dit, alors c'est formidable parce que tu as vraiment raccourci la scène 5, et c'est bien ce qu'on t'avait demandé. Et en fait, la scène 5, vous n'y avez touché absolument pas, mais vous aviez modifié la scène 4, qui, elle, était fautive. C'est-à-dire qu'ils ont raison, parce qu'ils disent, là, ça fait mal. Mais ils ne savent pas pourquoi ça fait mal. C'est à la monteuse et à moi qui revient de... Voilà. Mais quand on a ce premier entretien avec Positif, là, ce que vous nous offrez enfin, c'est plus un symptôme. C'est pas la vérité absolue non plus, hein, mais c'est quelque chose qui a trait et commencer un dialogue. Et là, c'est plus moi qui sais le diagnostic, etc. Là, c'est fini. L'œuvre, elle est terminée, donc on est à égalité. Et là, on est à égalité. Et pour ce moment d'égalité, le plus tôt il arrive, le mieux c'est, quoi. Et cette première projection pour la presse et cette première rencontre avec Positif, elle est très importante parce que je ne peux plus réduire ce que vous dites en disant oui, mais c'est du symptôme, j'ai le diagnostic. C'est pas vrai. C'est trop tard, parce que c'est trop tard. Le film est fait, vous l'avez regardé, vous en êtes les spectateurs. J'ai désiré que vous en soyez les spectateurs et je dois vivre avec ça. Il vous est arrivé quand même de modifier, par exemple, un film après projection au festival ? Oui, ça nous est arrivé avec Esther Kahn. Avec Esther Kahn, on a raccourci le et là, le symptôme, ça avait été quoi ? Trop long, trop parti. Trop arty. Ouais. A-R-T-Y, pardon. Ouais. Et pas trop parti. Et non, et puis aussi, c'est aussi des choses très, très concrètes. Hein. C'est quand vous faites un film qui fait. C'est combien vous avez de séances par jour ? Oui. Vous gagnez une séance par jour. Ouais. Donc vous gagnez, c'est énorme. En masse financière, c'est énorme, quoi. Et comme le film était plus. J'ai envie de. Quel adjectif j'ai utilisé ? Je veux dire minoritaire. C'était un film plus solitaire que public. C'est un film plus seul, plus singulier. Je trouvais ça imprudent, après Cannes et la réception à Cannes, de sortir le film dans une version large. Ça m'a été demandé, c'est pas moi qui l'ai proposé, ça m'a été demandé. J'ai accepté parce que j'ai trouvé que c'était raisonnable économiquement. Aujourd'hui, je pense que c'était déraisonnable artistiquement, mais que c'était raisonnable économiquement. Et donc, on gagnait une séance. Et donc, en première semaine, évidemment, on faisait beaucoup plus d'entrées. Et donc, ça amortissait les frais de distribution. Et ça me semblait raisonnable. Inversement, il y a les 2 versions des Fantômes d'Ismaël. Là, c'est une erreur énorme. C'est une erreur énorme, à mon sens. Ah, on peut développer pour. On peut expliquer. Oh, c'est tellement. C'est compliqué la vie des films. Puis il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire. Donc c'est pas. Et c'est pas parce que je suis là que je vais le dire. Vous vous doutez bien. Non. Il y a eu 2 versions et la version qui est sortie en salle n'était pas la bonne. Non. Et le DVD, la version qui passe à la télévision existe, c'est la version entière. Est-ce que c'est la bonne ? Non. Parce que peut-être on aurait pu rêver à une autre version, à encore un autre. Ce qu'a fait Coppola avec sa 3e version d'Apocalypse Now. Oui, mais alors là, c'est curieux. Je me demande s'il n'y a pas une malédiction. Ça me passionne. C'est aussi pour ça que l'histoire. Alors là, pour le coup, est des cahiers, mais j'ai l'impression que les cahiers le pensent moins, et Positif qui le pense plus. C'est sur la différence entre l'Amérique et la France, ce que c'est être français ou américain, ce que c'est faire du cinéma en Amérique, ce que c'est faire du cinéma en France, le penser sans fétichisme, quoi. Je pense qu'il y a comme dans notre grand dénuement, on a une chance française, c'est que la version du réalisateur, je crois, globalement dans un film français ou européen, est toujours quand même meilleure que la version du producteur.
Et pour les films américains, je pense par exemple, je sais pas, j'ai vu récemment le director's cut de Deer Hunter, vachement moins bien que la version qui était en salle. C'est une aberration. Director's cut de Deer Hunter. Et oui, qui est vraiment pas terrible. Qui est où? Je crois qu'il est sur une plateforme. Ouais. Ça me semble. Et j'ai vu une extended cut. Il y a quand même une grosse arnaque sur le director's cut où on vous fait. Mais j'ai revu il n'y a pas longtemps Almost Famous avec mon fils que j'adore tant. Il y a un director's cut sur Netflix qui est nettement moins bien que la version. C'est pas parce que la version est plus longue que c'est director's aussi. Oui, mais c'est pas ça. Les commerciaux s'accaparent le mot director's cut. Bien sûr. Mais certains, parce que vous parlez de Coppola. J'ai le Parrain 3, la version remontée du Parrain 3. Je préfère l'ouverture quand même. L'ouverture était pas mal et quand même la mort de Pacino à la fin. Alors je sais les arguments de Coppola, que le fait qu'il ne meure pas, c'est la malédiction, comme dans Bram Stoker, Dracula, etc. Mais enfin, moi j'aimais bien quand il mourait quand même sur sa chaise. J'ai trouvé ça pas mal. En tout cas, si on écoute les commentaires audio du Parrain 3, à l'époque, il disait déjà que c'était ça qu'il voulait faire. C'est pas un argument commercial comme il y a pu avoir certains qui après refont. Mais sur les fantômes d'Ismaël, c'était assez compliqué parce que je sais que moi j'avais demandé, c'est moi qui écrivais sur le film à Positif, et du coup la version que j'ai vue me satisfaisait pas pleinement, et j'apprends qu'il y a une version plus longue, et j'ai demandé qu'on me la passe, et j'ai quand même fait dans la critique, parce que ça a été un débat en interne, où on m'a dit tu ne peux pas faire la critique d'un film qui ne sera pas majoritairement diffusé en France. En fait, il y avait une salle à Paris qui passait, la moment de la sortie, cette version qu'on va appeler Director's Cut pour aller vite. Et du coup, j'ai quand même fait un encadré pour expliquer en quoi le film se déployait davantage dans cette version. Et ça me semblait très très important. S'il n'y avait pas la scène de Tel Aviv, pour moi, il n'y avait plus de film, quoi. C'était le cœur du truc, quoi. C'était un peu pour ça que je tournais, quoi, le film. Donc, en enlevant ça enlevait des péripéties, ça gagnait une séance et tout ça, mais c'était pas. Parce que gagner une séance, c'est pas parce qu'un film va être plus court, il peut paraître plus long, en fait. Et oui, bien sûr. Mais c'est là où je pense qu'en Europe, peut-être, les réalisateurs n'ont pas toujours tort. Et aux États-Unis, les producteurs n'ont pas toujours tort. C'est comme ça que je regarde. Alors, dans cette programmation des premiers films qui ont été en couverture de Positif, vous allez pouvoir juger vous-même, puisque au départ, lorsque nous avons programmé Danse avec les loups, on pensait que ça allait être la version longue de 3h55. Or, comme nous passons pas les films en support autre que 35 mm ou DCP, on s'est aperçu que ce qui allait être livré, ce serait la version que les gens ont découverte en salle. Et le rédacteur qui est chargé, Fabien Baumann, de présenter cette séance, a dit ouf, parce que la version courte est bien meilleure. Et en fait, nous, ça nous va, puisqu'on a décidé de mettre ce film en couverture de Positif en le voyant dans cette version-là. Donc après, on peut, c'est vrai, avoir des tas de révisions, de nouvelles versions. Je fais une petite digression qui n'a rien à voir avec le cinéma d'Arnaud de Pléchin, mais récemment, la semaine dernière, j'ai présenté dans le festival Play It Again, qui est un festival de films restaurés, récents, j'ai présenté L'Atalante de Jean Vigo, dans la dernière version restaurée, qui est sublimissime sur le plan de l'image, etc. Voilà, c'est très beau. Et pour présenter le débat, cette version qui a été éditée en vidéo, je la regarde, et en fait, je m'aperçois, mais horreur, je m'aperçois que mon plan préféré de l'Atalante a disparu. Alors je me dis, ça doit être mon souvenir, ce plan n'est pas dans cette scène-là, il doit être après. Et j'étais hyper déçu, c'est-à-dire le plan n'apparaît jamais. Et en fait, ce plan de l'Atalante, qui est d'autant plus connu qu'il y a eu une photo de plateau qui avait fait scandale à l'époque, c'est le plan très célèbre, où Michel Simon montre ses tatouages, il est torse nu, il s'allume une cigarette, et puis il a un visage de femme tatouée sur le ventre, et il fait fumer la femme tatouée par le nombril. Donc c'est un plan hyper célèbre qui est dans toutes les histoires du cinéma et tout. Et alors
Et je m'aperçois, en regardant les suppléments du DVD, que L'Atalante ayant été un film mutilé, musique changée, remonté par le producteur au départ, puis reconstitué par un ami de Vigo, puis reconstitué par Henri Langlois, qui avait à sa disposition hérité de tous les, qui avait les rushs et les doubles, voilà, et qu'à un moment donné, il y a eu une version maximaliste de L'Atalante qui est sortie, qui était la version restaurée de 1990, mais que, en fait, la vraie restauration, c'était de retrouver la copie telle que Vigo, qui est mort avant que le film sorte, telle que Vigo l'a acceptée au montage, c'est-à-dire une version un petit peu plus courte que cette version maximaliste, et avec, on en a retrouvé des copies, donc qui ont servi de modèle. Donc, et ce plan est passé, ce plan a été supprimé puisqu'il avait été choisi de ne pas être montré par Vigo. Oui, mais c'est parce que le dialogue entre les producteurs français et les réalisateurs français n'est pas du tout de la même nature que le dialogue entre les producteurs. C'est toujours brutal, mais la brutalité n'est pas la même couleur que la couleur américaine. Je pense à une anecdote, puisqu'il y a 2 autres films qui me font penser à ça, c'est que évidemment, c'est pour ça que je vous parlais du tropisme français, c'est Renoir qui a coupé dans la règle du jeu. On dira, c'était sa version, parce qu'il était terrifié. Les gens jetaient des journaux enflammés dans les salles de cinéma pour foutre le feu à ce brûlot, etc. Donc, il était fétiste. Donc il était terrifié. Donc du coup, c'est lui qui faisait. Et je pense à une anecdote plus belle encore, enfin moi que vous connaissez mieux que moi, vous m'enseignerez. Je la raconte parce que je vois des visages jeunes dans la salle, et c'est l'histoire de Truffaut, puisque le dernier film qu'on connaît de Truffaut, ce sont Les Deux Anglaises et le continent, puisqu'il avait déjà eu sa première opération au cerveau. Et Les Deux Anglaises et le continent, il a fait le film. Jules et Jim, qui est une adaptation de Rocher. Jules et Jim avait très très bien marché en salle, c'est une adaptation de Rocher aussi. Il sort le film. Et c'est une catastrophe en salle phénoménale. On oublie à quel point Truffaut a fait des films qui ont été des désastres commerciaux, quoi. Il a survécu parce qu'un film sur 3 marchait, mais les autres, heureusement, ils tournaient pour pas cher. Alors, c'est comme ça qu'ils s'en sortaient. Et il sort le film. Et le film est une catastrophe. Haï par la critique, tout se passe mal, les festivals le refusent, etc. Tout le monde lui dit tu es mort. Le film sort en salle et effectivement, il est mort. Et ce qui toujours me bouleverse, c'est que Truffaut a été... il y avait très peu, à une époque où il y avait énormément de salles de cinéma dans Paris, le film sortait sur très peu de copies. Et lui a passé tout le week-end à faire le tour des cabines de projection en coupant le film, lui-même, avec la monteuse. Couper les copies. En disant, on enlève ça, les spectateurs n'aiment pas ça. Donc ce qu'on connaissait des Deux Anglaises et le continent, c'était une version que Truffaut avait mutilée. En plus, on pourrait dire que Truffaut était son propre producteur. C'est là où le rapport sadomasochiste français est très différent de la brutalité à la Weinstein. Et donc voilà, et ce film, on n'en connaissait qu'une version mutilée, qui avait été très mal aimée, y compris par ses camarades des Cahiers du cinéma, qui n'aimaient pas le film. Je pense à Jean Douché, qui en disait pique-pendre dès que je rencontrais. Je pensais, Jean, tu n'as rien compris. Et en tout cas, pas ce film-là. Il a tout compris, mais pas ce film-là. Et voilà. Et donc, Truffaut, tardivement, a remonté le film avec Yann Dedé, en retrouvant les négatifs, en faisant des tirages des négatifs. Il a remonté. Et donc, le dernier film qu'on connaît de lui, c'est la version longue des Deux Anglaises, et qui, à mon sens, est enfin, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, mais c'est un film qui est absolument c'est un chef-d'œuvre à mon sens, mais c'est totalement bouleversant. Même les gens qui n'aiment pas le film ne peuvent pas voir à quel point le film est brûlant, quoi. C'est vraiment, c'est tragique comme histoire, mais c'est magnifique en même temps, puisque le film existe aujourd'hui. On le trouve en DVD, il est parfois projeté dans les salles. Alors après, ça touche à un autre problème, c'est l'artiste à quel moment il livre sa copie. Il y a dans le Turner de Mike Leigh, il y a ce moment où on voit Turner qui va au musée, qui va à la National Gallery pour repeindre. Et on lui dit, monsieur, enfin, je veux dire, vous n'avez pas saccagé. Il dit, c'est moi qui l'ai peint et je veux rajouter un truc. Et on lui dit, non, mais c'est terminé maintenant. Et Melville a fait ça sur l'Armée des Ombres. Le plan d'ouverture avec l'armée allemande qui défile sur les Champs-Élysées, il ne savait pas. Avec sa monteuse, ils hésitaient s'ils mettaient à la fin ou au début. Et finalement, il sort le film en disant, bon, je mets le plan à la fin. Et dans la nuit, il se dit, c'est vraiment pas possible, c'est au début. Donc elle, qui avait passé des mois à monter, qui s'imaginait être enfin débarrassée,
il lui dit « Écoute, cocotte, je viens te chercher et on va faire le tour des salles de Paris. Amène ta colleuse. » Et avec cette idée qu'il fallait calculer les séances pour que... à l'époque, il y avait une copie par salle. Et donc, il ne fallait pas qu'il y ait des spectateurs qui ne voient jamais la scène. Parce qu'il l'aurait enlevé au début, enfin, et pas encore mis à la fin. Bref. Voilà. Mais c'est ça, c'est cette fascination. Sauter, tu as écrit un livre dessus, avant de mourir... décide de reprendre ses films et de refaire des montages. Il n'avait pas arrêté de le faire, en fait. C'est-à-dire que les director's cut de Sautet, c'est le seul exemple de l'histoire du cinéma où toutes ces director's cut sont plus courtes. Parce que Sautet revoyait ses films, notamment quand il passait à la télévision, il disait « Ah bah non, mais là on a compris, il n'y a pas besoin de cette phrase, il n'y a pas besoin de ce plan. Ça explique, mais je coupe. » Et donc, il faisait, c'était par contrat avec les diffuseurs, etc., que la dernière version, c'était celle où Sautet avait coupé. Et il avait, lui, volontairement, pour l'un de ses films, je crois que c'était Vincent, François Paul et les autres, je crois, je ne suis pas sûr, certain, il avait eu des remords d'avoir laissé une scène un peu trop longue, et il est allé, mais de lui-même, en fait, sans aucune pression, avec sa monteuse, pareil, toujours la même histoire, dans toutes les salles, vous donnez des films pour couper pour raccourcir un petit peu la scène. Et à chaque fois qu'il revoyait un de ses films, contrairement à vous, il revoyait. Parfois, il disait, là, il faut couper 3 images. Alors, il appelle le labo, etc. Après, ça fait des versions dans tous les coins. Surtout avec le son numérique, avec le son, le son optique. Le son optique, il y a un décalage, il y a un plop. Enfin, oui, c'est terrifiant. Et avec le DCP, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 500 copies. Vous allez à la salle, c'est un truc comme ça, et c'est le film qui est dessus, et vous ne pouvez rien faire, quoi. Et ce qui est compliqué, par exemple, pour les films américains, aujourd'hui, si vous allez voir Shining au cinéma, vous ne voyez que la version américaine. Vous ne pouvez plus voir la version française. Oui. Enfin, la version qui a été sortie en France de Shining. Il y a la version plus longue de 20 minutes, qui est le montage dit américain, parce que la Warner a décidé que pour le monde entier, c'était cette version-là qui était sur DCP. Et on parle beaucoup du pouvoir des producteurs, mais j'aimerais en fait vous poser une question, intervertir la balance. J'ai un ami, Nicolas Saada, qui fut critique, surtout intervieweur d'ailleurs au Cahier du cinéma. Son premier papier, il l'a fait à Positif. Oui, et Michel Simon a toujours dit, mais qu'est-ce que tu vas faire au Cahier du cinéma? Et Nicolas, tu as raté ta vie. Et donc, Nicolas, il était quand même rédacteur en chef adjoint. Oui, mais voilà. Parlez-en avec lui. Oui. Il en parlera mieux que moi. Et je ne saurais être son représentant. Et il a cette proposition qui est intéressante, c'est d'un autre type de pouvoir, qui est le pouvoir des directeurs de festivals. Et il disait, aujourd'hui, moi je viens d'un monde, le mien Arnaud, où ceux qui dialoguaient, les gens pour qui on faisait les films, c'était les directeurs de revues. Ce n'est pas les festivals, c'est les directeurs de revues. Et le pouvoir, c'est pour des tas de raisons politiques, économiques, qui tiennent au numérique, qui tiennent à plein de choses. Il me semble que l'intuition de Saada est juste, c'est qu'aujourd'hui, celui qui dit la tendance, celui qui souligne les œuvres, qui dit ça c'est intéressant, il faut porter son regard sur ici, il faut porter son regard sur là, attention à ne pas rater ça, etc. Ce sont les directeurs de Venise, Berlin, Cannes, évidemment, en premier chef. Parce qu'en plus, Cannes, il y a le marché du film. Il y a le marché du film. Il y a les ventes du film. Et ça, je trouve, c'est un très grand péril pour les cinématographies, et c'est un manque. Je pense que les moutons étaient bien gardés quand c'était les directeurs de revues qui disaient, voilà, qui étaient les sismographes, qui disaient le cinéma se passe ici, le cinéma se passe là. Et c'est très difficile, et il me semble que Positif, vous y arrivez, ça tient aussi beaucoup à des gens. C'est pas... Il y a l'âge de Michel Simon qui lui permet aussi cette insolence qui est la sienne d'être d'accord ou pas d'accord avec tel directeur de festival, qui fait que Positif, j'ai l'impression, ne se soumet pas aux dictates esthétiques qui sont proposés par les festivals. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il y a une concurrence qui est difficile, où ce sont les directeurs de festivals qui disent « Attention, le cinéma bouge à tel endroit ou à tel endroit ». Et il me semble que c'est plus les festivals que les revues, Positif étant peut-être une des revues qui tient encore un discours qui n'est pas soumis à la loi des festivals. Bon, il y a plusieurs choses à répondre à ça. D'abord,
le fait que disons, il y a d'autres périls que les directeurs de festivals pour le cinéma d'aujourd'hui déjà, et que beaucoup d'entre eux, ont été responsables avec des revues comme la nôtre de la mise en connaissance d'énormément de films du monde entier, et le fait que dans le monde entier les cinéastes regardent la France comme le pays qui a fait connaître leur cinéma, c'est aussi grâce beaucoup au festival, au directeur de festival, main dans la main ou pas dans la main avec les revues. Après, on peut aussi aller... il y a toujours des excès. C'est-à-dire que si le cinéma devient de plus en plus industriel et commercial, un directeur de festival exigeant va avoir tendance à privilégier des films de plus en plus radicaux. Voilà. Et ce qu'on essaie de faire à Positif, c'est de dire c'est pas parce qu'un film est hyper commercial et un blockbuster que c'est un mauvais film et qu'on va pas le chroniquer, qu'on va pas faire d'entretien. Et c'est pas parce qu'un film a eu un grand prix ou un prix du jury dans un festival et hyper pointu et a fait la une des comptes rendus de ce festival que nous on va l'encenser systématiquement. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que nous aussi, dans les festivals, on fait notre marché en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est dans les festivals de court-métrage qu'on essaie de pister les longs-métrages de demain, dans les festivals dits généralistes de classe A, c'est-à-dire ceux qui passent des avant-premières mondiales, qu'on essaie de dépister quels sont éventuellement les films qui vont faire la couverture de Positif quand ils sortiront dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et parfois, il y en a qui ne sortent pas du tout, d'ailleurs, ou qui sortent des années après. Et c'est vrai que moi, je me souviens de quand j'étais jeune cinéphile, Positif programmait une salle de cinéma. Avec, je me rappelle, alors il y en a eu plusieurs. Il y a eu aussi une programmation d'1 semaine de cinéma ou de quelques jours de cinéma, mais à un moment donné, il y avait une salle qui était adossée à un complexe qui était le Quintet au Quartier Latin. Et il y avait une salle, petite salle, qui s'appelait le Quintet Positif, où on montrait des films qui nous avaient plu justement dans des festivals et qui n'étaient jamais sortis. Et c'était toujours bondé. Donc voilà, il y a des allers-retours. Il peut aussi y avoir des erreurs, des excès. Et effectivement, à partir du moment où on s'instaure juge et que ça a une incidence sur la vie commerciale, la vie publique d'un film, effectivement, il y a des dangers. Ce qu'il y a, c'est que l'importance qualitative de la critique, et notamment de la critique écrite spécialisée, a énormément chuté, et c'est beaucoup atténué avec le temps. Alors que les festivals, de par leur rayonnement, mais aussi les conséquences de marketing que ça engendre, ont monté en puissance dans la façon de montrer et de valoriser un film. Je pense. Mais Cannes, le premier, en 62, a demandé aux critiques de faire une section, qui est la section Semaine de la critique, où Michel Simon, d'ailleurs, a été très vite. Dans les 3 ou 4 premières années, Michel Simon a été sélectionneur à la Semaine de la critique. J'y étais en 91, où j'ai sélectionné La vie des morts, où j'ai dit, voilà. Bon, alors. C'était un court-métrage. C'était un moyen-métrage, et donc on avait fait un double programme avec Carme de Gaspard Noé. J'avais dit, voilà, les 2 cinéastes qui vont être importants maintenant, c'est Arnaud Desplechin et Gaspard Noé. Le double programme était un peu audacieux, mais c'était plus l'idée, on vous montre 2 films que 2 films qui vont dialoguer entre eux. Et Arnaud Desplechin n'est pas venu présenter son film à la Semaine de la critique. Terrible, ouais. C'est Noé Milowski. Je m'étais fait représenter par Noé Milowski. Et j'étais en tournage. Donc la Sentinelle, voilà. Qui a pu être à Cannes l'année d'après. Je vais tricher, c'est parce que vous savez, il y a toujours la malédiction du 2e film. Alors du coup, comme mon premier film qui était quand même sorti en salle, c'était La vie des morts, qu'il y a une ambiguïté. Donc est-ce que La Sentinelle c'était mon premier film ou le 2e? Du coup, je noyais le poisson. Vous voyez, c'était par superstition. Le poisson était noyé. Techniquement, La Sentinelle est le premier parce que l'autre fait 52 minutes, donc il n'a pas le statut long métrage.
Je me demande si, un tout petit peu en dessous, c'était une fois justement dans les dialogues avec les producteurs, etc. La chaîne de télévision nous avait fait un pont d'or en disant est-ce que vous pouvez rajouter 4 minutes, comme ça vous passez en téléfilm et on vous donne une somme phénoménale. À l'époque, j'étais tellement désargenté, j'en revenais pas de l'argent qu'ils nous proposaient. Et j'ai regardé les rushs, j'ai dit non, on n'a pas 4 minutes en plus, c'est désolé. Et, et du coup, on est sorti en salle, on n'est pas passé comme téléfilm, et bien m'en a pris, puisque ça s'est plutôt pas mal passé, quoi. Moi, je me souviens quand même de la sortie de La Vie des morts. Alors, vous disiez que vos parents lisaient Télérama quand vous étiez gamin. Mais si je me souviens bien, La Vie des morts a fait la couverture de Télérama. C'était énorme à l'époque. Pour un court-métrage. C'était parce que moyen-métrage, ça n'existe pas. C'était un coup de tonnerre de la part de Télérama. C'était super. Déjà que le film sorte en salle. C'était Pierre Murat, et que le film sorte en salle après Angers. Donc, alors là, même là, vous n'avez pas lu les critiques? Non, je me suis tenu à cette loi d'airain. Non, je ne l'ai pas lu. Et il y a beaucoup d'écrivains de cinéma. Il y a beaucoup de réalisateurs qui n'aiment pas ce qu'ils appellent les critiques, qui s'en défient, etc. Moi, je trouve que les films, ils respirent grâce à ça. Comme je m'en suis expliqué, je trouve que les films ont vocation à se déplier, à dialoguer avec la salle, et que donc il y a besoin de passeurs, comme disait Daniel. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle. Si je ne les lis pas, du coup, je ne pense pas à quelque chose. Vous voyez, si quelqu'un n'a pas aimé le film, ça, je sais que le texte est modéré, etc. Les gens ont des euphémismes, mes proches. Donc je dis, tiens, celui-là, ça n'a pas trop pris à positif. Quand vous faites la couverture de Télérama, quand même... Oui, je me suis dit, ça s'est bien passé. Mais je lis pas. Je suis trop sceptique, je suis trop cartésien, mais je ne sais pas si je dors ou si je suis réveillé, etc. Donc je ne veux pas avoir la preuve que j'existe. Je ne sais pas. Une bonne définition du cinéma. Ça m'encombrerait l'esprit. Est-ce qu'on ne fait pas Oui, on va donner... intervenir si vous avez des questions, on va vous faire passer un micro. Voilà, il y a déjà une question ici. S'il y a d'autres questions, vous levez la main, puis on vous donne... Simplement, sur le masque et la plume, vous en avez parlé, vous êtes assez bien vu par eux. Mais qu'est-ce que vous pensez comme cette façon de critiquer les films maintenant, une espèce de cinéma, entre guillemets, de parole, où ils parlent de beaucoup de choses, mais rarement du fond du film, de la forme, des images. Qu'est-ce que vous pensez du masque et la plume maintenant ? Je n'ai pas écouté depuis. Remarquez, si je l'écoute parfois, je suis plutôt sur France Culture, mais donc des fois je rate et puis mon programme n'est pas forcément le même domestique, quoi. Donc je ne suis pas toujours là. Moi, je trouve qu'il rapporte. Il y a une vie. Je ne pense pas forcément qu'ils ont vocation à être des experts ou à faire preuve d'un savoir technique sur le cinéma, mais à refléter la conversation que des spectateurs de tous les jours, des spectateurs anonymes, peuvent avoir en sortant d'un film. Il me semble, moi, si vous voulez, je vais vous décevoir, mais je vais répondre à votre question. Il me semble qu'il s'est passé quelque chose que j'ai vu, de mes yeux vus, c'est quand le numérique est arrivé au cinéma, beaucoup de critiques, et pas tant à positif, mais beaucoup de critiques partout se sont dit le cinéma va être bouleversé, le cinéma va changer, des nouveaux outils arrivent, les films ne seront plus les mêmes. Moi, je regardais les films, je voyais Michael Mann quand il faisait Collateral, formidable, premier film en digital qu'il fait, je trouve ça super. Et Tarantino qui continue à 35 et maintenant qui tourne en 70, très bien, il ne change rien. Et je ne voyais aucun changement. Michael Mann, c'était Michael Mann, Tarantino, c'était Tarantino, je ne voyais aucun changement. Il me semble que c'est ça, Lars von Trier. Il me semble que c'était tourné en 16 puis re-shooté en vidéo quand il avait fait Breaking the Wave. Oui. C'est ça. Et après ça, par contre, il avait tourné le suivant en digital. Voilà. Les films de Lars von Trier, qu'on les aime ou qu'on les déteste, c'était toujours des films de Lars von Trier. Bien. Et je voyais dans une revue que je vais nommer, qui était dans les cahiers, pour qui j'avais beaucoup d'amitié, un écrivain de cinéma pour qui j'ai le plus grand respect, qui était Emmanuel Burdeau, et qui disait, dans ses critiques, il disait tel film est bien, parce qu'il est tel film de Shyamalan est formidable, car il est en étalonnage numérique. Je disais, Emmanuel, je peux vous emmener à l'étalonnage, je vais vous expliquer, je vais vous montrer, mais que vous voyez les gestes, ça ne change rien. Vous vous rendez pas. Il ne savait pas ce que ça voulait dire techniquement. Et en fait, moi, ce que j'avais vu à l'époque, enfin, l'avais-je prédit ou non, ce que j'ai vu, c'est que par contre, vous parliez du fait que les journaux sont moins, les revues n'arrivent plus à être prescripteurs. C'est que ça n'a pas le digital n'a rien changé dans les œuvres,
mais a tout changé dans l'écologie des images, dans les textes sur le cinéma. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, quelqu'un écrit sur Allociné « J'aime pas la scène 2 et la fin est ratée ». Hop, il est critique de cinéma. Truffaut l'avait dit avant, tous les spectateurs sont critiques de cinéma, et ce qui est très bien, j'ai commencé par là, films matter. Les films appartiennent à tout le monde. Donc tout le monde a le droit d'en parler. Oui, donc tout le monde a deux métiers, le sien et critique de cinéma. Voilà, c'était la phrase de Truffaut. Mais donc, chaque écrivain de cinéma, on pense aux grands, on pense à Douchet a très peu écrit, mais je pense à Simon, ou je peux penser à Danet, etc. Tous les écrivains de cinéma doivent refonder en quoi leur parole est légitime. Parce elle vacille avec le coût du numérique. Et donc, chaque écrivain est obligé de refonder ontologiquement son geste en disant en quoi j'ai un savoir que vous n'avez pas. Il est obligé de le refonder. Et c'est une tannée et c'est un travail invraisemblable. Ça a l'air très abstrait ce que je vais dire, mais je vais aller un peu plus loin. C'est que cette conversation qu'on a autour des films, elle s'est appauvrie pour vous, les spectateurs. Pour vous, c'est moi aussi. Hein. Pareil, je suis dans le même sac. C'est que nous, avec le numérique et les plateformes, etc., et j'aime beaucoup les plateformes, les films qui sont diffusés sur les plateformes, on n'est plus regardé comme des spectateurs qui avons cette conversation en sortant du film, conversation en disant « Oh, Masque et la plume, c'était complètement nul hier soir, etc. » Ça, c'est la conversation autour des films, c'est vivant. Mais maintenant, on est des parts de marché, c'est-à-dire on est des likes ou des trucs, c'est-à-dire qu'on clique, on a bien aimé un film, etc. Et du coup, on parle beaucoup moins. J'ai remarqué, moi, je parle moins des films que j'ai vus quand j'en sors. Avant, je voyais un film tout de suite, je ne sais pas, j'ai vu Armageddon Time qui a eu des critiques partagées, le James Gray, voilà, que j'ai eu la chance de voir à Deauville. Ça. Le film m'a bouleversé. Il y a des choses très compliquées dedans parce que ça retravaille les 400 coups, donc c'était compliqué pour moi de le voir, etc. D'habitude, je sortais du cinéma, j'appelais 5 amis pour savoir ce qu'ils en pensaient, les insulter, me faire convaincre, etc. Là, je ne l'ai pas fait. Et pourtant, le film continue à m'habiter. Et pourtant, vous aviez un jury avec vous, vous étiez président. Non, mais le film n'était pas. Oui, d'accord, mais du coup, on peut en parler. Et donc, si vous voulez, je me suis rendu compte que le numérique nous désapproprie de la conversation qu'il y a autour des films, désapproprie les critiques et désapproprie les spectateurs. Et que le numérique est un outil qui est très bien, puisque par exemple, vous faites des nuits en ayant moins de projecteurs. Donc le film est moins cher, donc c'est très bien, ça permet à plus de gens de faire des films. Donc c'est super. Mais par contre, ça a désorganisé cette écologie des images et cette nécessaire conversation. Et je voudrais, comme j'ai utilisé 4 fois le mot conversation, je voudrais l'expliciter. Si vous voulez, j'y connais rien à l'opéra. J'ai une amie qui m'emmène parfois, elle est calée, moi pas. Voilà. Quand je sors d'un opéra, j'ai du mal à dire, parce que je ne suis pas calé. Je ne peux pas dire, oh, le troisième chanteur, là, les chœurs étaient un peu en dessous aujourd'hui. C'est beaucoup je ne sais pas dire, ça a battu un peu vite dans l'orchestre. J'ai du mal à dire, je sais dire j'aime bien, j'aime pas, j'ai pas compris. Donc j'ai besoin du critique du monde qui m'explique, qui me dit tel chanteur a été remplacé, etc. J'en ai besoin parce qu'il a un savoir que moi j'ai pas. Et ce qui est formidable, c'est depuis le Walt Disney que j'ai vu avec ma mère, j'ai un avis absolument immédiat sur tout ce que je vois au cinéma. C'est les films nous appartiennent. Alors que des fois, quand vous allez au musée ou quand vous allez à l'opéra, c'est des trucs un peu pour les spécialistes, quoi. Et c'est ça qui me semble éminemment démocratique dans le cinéma et qui a tendance à s'appauvrir avec le numérique. C'est comme ça que je diagnostique, si vous voulez, la crise du numérique. Et c'est à travers ça que donc, je vous déçois dans ma réponse à propos du Masque et la plume. Ben, nécessairement... votre micro, parce que, monsieur, ça va être... À Deauville, j'ai vu des projections, l'image était vraiment mauvaise. Mais ça veut dire quoi, mauvaise? Pas clair, très sombre, du grain comme du grain. On dirait que le numérique, ça aide à tourner plus vite peut-être, mais on trouve qu'on y perd, même dans la grande salle. Hein. J'ai vu le film avec, du fantôme, je ne sais plus le nom, du gamin qui se noie à la fin, je ne sais plus le nom du film. En plus, il divulgage. Hein, tourné par une jeune française, une metteur en scène qui est très jeune, là, 30 ans. Charlotte Lebon. Voilà. Je ne sais pas si vous étiez à la projection, mais l'image. Non, je ne l'ai pas vu ce film-là. C'est un film pas mal, enfin assez intéressant, on va dire. Alors l'image, on aurait dû, moi qui ai connu le 16 mm, on aurait dû Ciné-Club 16 mm les années 70. Mais parfois, oui, c'est voulu. Casavetes, c'était granuleux comme tout et oui. c'était magnifique. C'était oui. magnifique. Je vous parlais par exemple de Collateral de Michael Mann que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est une espèce de nuit orangée au sodium où il éclaire pas, il tourne, c'est crasse-pouc comme film, quoi. C'est magnifique parce que tout d'un coup, la brutalité et le dénuement de Los Angeles ressort d'une manière merveilleuse. Je n'ai pas vu le film de Charlotte Lebon.
je peux pas. Mais ce que j'adore, si vous voulez, là, c'est que dans votre intervention, et je sentais que Bill n'était peut-être pas d'accord avec vous, c'est tout d'un coup, je voyais en vrai ce que Cavell disait aimer dans le cinéma, c'est cette conversation entre les films. Que vous avez raison, et que Bin a raison aussi, et que donc la discussion, elle devient infinie, quoi. Et ça, c'est un privilège du cinéma. Seul le cinéma, aurait dit Godard, mais seul le cinéma permet cette conversation. Et alors, c'est drôle parce que ce que vous dites, monsieur, vous dites l'image n'était pas belle. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai rencontré un très grand chef opérateur qui s'appelle Renato Berta. Et puis, on parlait d'un film. Et je lui dis, oui, mais ce film, quand même, je dis, ça n'empêche pas que l'image est très belle. Et il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? On s'en fiche que l'image soit belle ou pas belle. L'important, c'est que l'image soit intéressante et c'est qu'elle soit cohérente. Moi, me dit-il, je ne fais pas des films pour que mon image soit belle. Je fais des films pour que... Ça a toujours été la catastrophe. Quand on sort d'un film, on dit que l'image est belle, c'est une manière de l'enterrer. Voilà, alors j'entends, cela dit, l'argument de monsieur, quand c'est vraiment tellement moche ou granuleux ou ce que vous voulez, que ça agresse les yeux, parfois ça peut être volontaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des filtres numériques qui permettent que l'image numérique ressemble à une image 16 mm, même avec les rayures et tout, parfois en tout cas avec du grain. Mais en tout cas, voilà. Et nous, on est aussi là en tant que critique, pour vous dire ça. Mais est-ce que ce que vous appelez belle, ça veut dire quoi, en fait ? Et parce que là, le débat dépasse un peu l'objet de départ, mais pendant très longtemps, personne ne me connaissait. Enfin, maintenant, très peu de gens me connaissent, mais en tout cas, à un moment, pendant très très longtemps, je passais totalement inaperçu dans les festivals, justement, à des dîners, ou à un moment donné, où il n'y avait que des professionnels, souvent des cinéastes, voilà, et qu'à un moment donné, pour être poli, on me demande ce que je fais. Voilà. Et quand je dis je suis critique de cinéma, alors là c'est le silence. Je dirais, ils essaient, je pense, c'est qu'est-ce que j'ai bien pu dire depuis le début du repas, etc. Et puis tout d'un coup le mépris, ou pas le mépris, mais une sorte de méfiance instantanée. Et parce que, je veux dire une chose, l'argument éternel qu'on oppose aux critiques de cinéma qui s'expriment, notamment quand ils expriment des réserves sur un film. Parce que quand on fait des dithyrambes, on est rarement insulté par les cinéastes. Mais oui, enfin, en général. L'argument, c'est, bah oui, vous écrivez 10 lignes, moi, ça fait 5 ans que je suis sur ce film, et puis voilà ce que j'ai dû endurer, et puis je montre, enfin, et vous permettez, alors que vous n'avez jamais réalisé un film de votre vie, et que voilà, tout ce que vous faites, c'est vous prenez l'œuvre et puis vous l'assassinez et sous-entendu, parce qu'on disait ça aussi des critiques littéraires, sous-entendu, vous êtes un créateur frustré, vous êtes un créateur rentré ou raté. Voilà, les critiques littéraires, c'est bien connu, sont tous des écrivains ratés. Les critiques musicaux sont des compositeurs ratés. Enfin, il y avait ce... Et alors, maintenant, quand je fais des conférences comme ici, où il n'y a pas trop de cinéastes peut-être dans la salle, et où on me demande, mais alors justement, ce côté créateur raté, etc., et j'ai la réponse toute faite, parce que je l'ai aiguisée au fil des... voilà, c'est que je ne me considère pas comme un sous-cinéaste, mais je me considère, et c'est très prétentieux de dire ça, comme un surspectateur. Donc ça me valorise, et en même temps ça me met en dessous quand même des créateurs. C'est-à-dire, moi, Michel Simon, il m'a toujours dit, il m'a dit, la critique est un genre littéraire. C'est pour ça que j'aime bien quand vous dites écrivain de cinéma, ça, merci. Voilà, merci. Arnaud Desplechin. Mais, rajoute-t-il, parce qu'il faut toujours avoir toute la phrase, hein, c'est comme... Chacun a ses raisons, mais bon, c'est ça qui est tragique. Mais c'est un genre mineur. Voilà. Et il rajoute une critique littéraire écrite par Flaubert est mineure par rapport à Madame Bovary. En gros, c'est le truc. Donc voilà, en même temps, ça nous valorise, et puis en même temps, il faut rester à sa place.
En même temps, il y a je parlais de Almost Famous que j'aime dans sa version, la version en salle, quoi, avec la scène de légende avec Philip Seymour Hoffman, cool et uncool. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous invite à voir le film. C'est dit, tu vois, eux, les cinéastes, les chanteurs de groupes de rock, ça, ils sont cool, mais ils resteront pas. Nous, on est uncool et nous, on va rester. Et c'est très un orgueil comme ça, une éloge de la critique qui est absolument délicieuse dans le film. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Voilà, là-bas. S'il y en a d'autres, levez la main, comme ça on vous passera le micro sans perdre de temps. Arnaud Desplechin, bonsoir. Déjà. Ça. Vous débutez votre carrière en tant que directeur de la photographie, si je ne me trompe pas. La question que je me pose, vu qu'on parlait d'image, qu'est-ce que ça rajoute aujourd'hui en tant que réalisateur d'avoir eu du coup cette approche de l'image qui est quand même différente, mais d'avoir été l'acolyte d'un réalisateur avant, ça ajoute une patte en plus. Ça ajoute une toute petite. J'étais un mauvais directeur de la photographie. Je n'aimais pas l'image que je faisais. J'adorais l'image que je faisais avec Rochant. Mais c'est parce que c'est Rochant que j'aimais bien. Moi, je voyais bien que je faisais moins bien que des gens que j'admirais comme directeur de la photographie. Mais c'est un savoir technique qui, sur un tournage, peut faire gagner de l'argent. Après, ça m'est arrivé. Vous avez cadré quand même pendant longtemps. Je cadre toujours. Oui. Oui. Oui, je cadre des fois. Ouais. J'aime pas que ce soit sacré la caméra. J'aime pas. Vous savez, il y a une dispute fameuse entre Tarantino et le nom de son opérateur m'échappe. Richardson. Il n'avait pas laissé cadrer un plan. Il avait demandé à cadrer un plan sur Kill Bill. Et Richardson avait dit non. Du coup, après, il a dit OK, le prochain, je le fais tout seul à l'image. Et c'était Boulevard de la Mort. Et ils se sont retrouvés après. Et si vous voulez, quand vous avez déjà fait, je vais vous donner un exemple pratique, 2 exemples pratiques. Un exemple pratique, un jour, un opérateur m'avait dit il faut que je m'en aille, là, je suis à la bourre parce que j'ai une publicité après, etc. Il était parti du plateau, il avait emmené la cellule. Alors, du coup, j'ai téléphoné à un copain qui m'a ramené un appareil photo, j'ai fait la photo du plan tout seul. Et puis, on a organisé, je suis tourné, j'ai pu terminer mon film, quoi. Voilà, c'était plus pratique, quoi. Donc ça vous sauve dans des cas difficiles. Ou quand l'opérateur il fait quelque chose qui vraiment me plaît pas, je le vois, donc ça me fait pas peur. Donc je dis écoute, je ne comprends pas pourquoi tu mets ce projecteur ici, ou etc. Et donc je peux discuter de la lumière, et ça fait des fois gagner des sous. La personne dit oh là là, c'est très compliqué, etc. Machin. Je peux dire mais pourquoi on fait pas comme ça? Mais moi je le fais sans art parce que je suis profondément comme je sais pas ajouter de l'art quand je fais de la photographie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais éclairer techniquement un plan, mais je ne sais pas faire ce que fait, je sais pas moi, Konji, Yorick Losso, tout ça, je ne sais pas le faire. Il n'y a pas la petite vibration en plus. Mais je sais assez de choses techniques pour pouvoir gagner un peu de temps et d'argent sur le tournage. Mais alors, on revient au cadre, parce que le cadre, c'est la mise en scène. Et puis, c'est un contact spécial avec les comédiens, non? Ben moi, j'aime pas être au cadre. Enfin, j'aime bien être au cadre, j'aime bien ça, je sais le faire, oui. Je sais bien cadrer à l'épaule et tout ça, mais j'aime pas dans mon rapport aux acteurs. Ah. C'est-à-dire que quand vous regardez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, et quand vous regardez au cadre, vous voyez le résultat. C'est-à-dire vous voyez le personnage, en fait. Vous voyez le résultat et vous dites « Oh, pas très bien joué, cette histoire, hein, c'est pas terrible, quoi. C'est pas assez violent, etc. » Mais vous ne comprenez pas pourquoi l'acteur, il n'arrive pas à être violent. Mais quand enfin vous faites ce qui, à mon avis, est le grand secret de la mise en scène, c'est que vous, j'y reviendrai juste après, c'est que vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous êtes à côté de la caméra, vous ne servez à rien. Le directeur de la photographie a beaucoup plus de talent que vous comme directeur de la photographie. L'ingénieur du son a beaucoup plus de talent que vous comme ingénieur du son. Et ça ne servez à rien. Vous êtes avec un casque, vous regardez. Et vous regardez l'acteur avec vos yeux. Et là, vous voyez, par exemple, à un moment, vous lui avez demandé de se lever sur telle réplique. Et c'est super dur parce que c'est le moment. Et vous voyez que c'est ce geste qui l'encombre et qui empêche qu'à la fin... Et vous comprenez toutes les difficultés qu'il peut avoir pendant la scène. Et du coup, là, vous venez avec, non pas un symptôme, mais un diagnostic. En disant, il me semble que tu es malheureux de te lever sur cette réplique-là, et il me semble que c'est pour ça que la scène, elle ne prend pas. Et est-ce que tu ne préférerais pas te lever à un autre moment? Et ça, vous ne le voyez pas au cadre. Au cadre, vous voyez le résultat. Vous voyez si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Et après, vous allez faire quoi? Dire à l'acteur, sois mieux. Ça ne va pas l'aider.
Et quand vous êtes à côté, que vous servez à rien, vous êtes très utile. En fait, c'est quelque chose qui m'avait frappé, ayant été opérateur, ayant été électricien, ayant fait un peu une fois du maquillage sur un film, ayant fait des tas de trucs, quoi. Machiniste, j'ai fait et tout ça. C'est à chaque fois, j'avais un savoir technique. Et quand j'en suis arrivé à réalisateur, j'en avais plus. Je me disais, c'est quoi ma spécialité? Vous voyez, et je pensais, je ne sais pas, Godard, je pense à lui tout le temps, nous sommes nombreux à penser à lui tous les jours, tout le temps en ce moment. Godard, il disait, le cinéma, c'est du montage. Si vous regardez, Brian De Palma, il disait, la direction, la mise en scène, c'est du plan séquence, au contraire du montage. Marguerite Duras, on sait qu'elle disait, le cinéma, c'est du son. Mais Pagnol, il restait dans le camion, il ne regardait pas les acteurs, et il dirigeait au son. Tel autre opérateur se mettra au cadre, etc. Donc chacun a son fétichisme différent. Mais tout ce fétichisme, c'est pour cacher une angoisse fondamentale, qui est l'angoisse du réalisateur de film, c'est que vous ne servez à rien. Mais sauf que le film, si vous enlevez le réalisateur, c'est que c'est pas mal d'avoir un mec qui ne sert à rien, qui ne sait rien faire. Voilà, c'est mon job. C'est très modeste, mais c'est à ça que je sers, quoi. Vous avez quand même écrit le film ou coécrit? Oui, ça, je sais, mais même. ça, c'est pas... Ouais, mais comparé à Flaubert, c'est autre chose, quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Encore monsieur? La différence entre dans les films d'Hitchcock, on va toujours directé par monsieur Hitchcock, et en France, on dit réalisé. Quelle est la différence? C'était la question qui m'occupait quand justement je voulais, j'étais si jeune et je savais juste une chose, je connaissais pas la réponse à cette question, je ne l'ai toujours pas. Il y en a un, j'écrivais le nom de l'école de cinéma que je voulais faire parce que j'étais bien en peine de dire est-ce que je suis comme dans les films italiens régie, est-ce que je suis directeur comme dans les films américains que j'avais vus, est-ce que je suis réalisateur, producteur, qu'est-ce qui fait un producteur, je ne savais pas du tout. Et donc, je ne savais pas le mot pour décrire le travail. Mais j'aime à me souvenir de René, qui m'était souvent dirigé par, comme dans certains de mes films. Ici, on a dans la salle un spécialiste de René, donc je ne voudrais pas non plus trahir. Mais ce qu'il n'aimait pas, c'était qu'on dise un film de Alain René. C'est une chose... Voilà, parce qu'il disait, à ce moment-là, ce qu'il faisait d'ailleurs sur certains de ses courts-métrages, c'est-à-dire il co-signait, et il disait... moi, j'aurais bien co-signé avec le directeur de la photo, avec les acteurs, avec le compositeur parfois. Donc, c'est pas un film de Alain René. Donc, il mettait réalisation Alain René ou mise en scène Alain René. Je crois aussi que... Alors, Hitchcock, c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu des phases dans sa carrière où il était son propre producteur. Donc, il avait son nom au-dessus du titre, comme pour reprendre le titre original de l'autobiographie de Frank Capra, c'est-à-dire en Amérique, avoir son nom au-dessus du titre, quand on est le réalisateur, c'est exceptionnel. Et en général, ce qu'il avait, c'est qu'ils étaient à la fois producteurs et réalisateurs, et qu'ensuite, quand il n'était que réalisateur, il gardait ce privilège d'avoir le nom au-dessus du titre. Coppola. Coppola qui signe Coppola ou qui signe Francis Ford, suivant qui reconnaît le film après la tournée ou qui ne le reconnaît pas. Mais il n'y a pas... J'ai l'impression que c'est des stratégies, la modestie de Vous signez René. comment, vous? Ça dépend. Par exemple, pour Tromperie, je ne peux pas mettre un film 2 parce que je devrais écrire, c'est un film de Philippe Roth, ce n'est pas un film de moi. Donc, je peux pas... Donc, j'ai écrit Dirigé par en pensant à René. Voilà. Et c'était parce que réaliser, l'étymologie du mot m'encombrait, alors que diriger fait comme de la musique, quoi. Il y a plein de gens qui sont très compétents, et moi juste je leur dis allez hop, on part tous ensemble, et puis là on le fait plus piano, et là on le fait plus forte. Alors, juste mon travail. C'est intéressant de ce débat-là, parce qu'en relisant justement tous les entretiens, il y a quelque chose qui revient beaucoup au début, dans les premiers entretiens que vous nous donnez, c'est le mot interprète, c'est-à-dire que vous considérez comme un interprète du scénario. Et ce qui revient d'ailleurs au chef d'orchestre, puisque le chef d'orchestre, je vous rappelle, n'est pas co-auteur de l'œuvre, il est interprète de l'œuvre.
Donc cette notion d'interprétation qui évidemment peut jouer quand on interprète, quand on adapte une œuvre préexistante, quand vous en parlez aussi évidemment, quand on interprète un roman ou une nouvelle qui est dans une autre langue et qu'on la traduit. Et puis il y a aussi l'interprétation au sens des acteurs qui interprètent un texte. Il y a aussi une interprétation, et c'est peut-être pour ça que j'étais heureux d'accepter l'invitation ce soir. C'est pour ça que je n'ai pas de tension avec les écrivains de cinéma ou de rivalité. Il me semble que c'est un même métier. Si vous voulez, c'est que vous prenez... Alors, c'est pas à la même étape de l'œuvre. Vous voyez, c'est pas à la même étape de création. Et Simon a mille fois raison quand il dit c'est un genre littéraire. Et voilà. Si vous voulez, vous lisez parfois, vous entendez... au Masque à la Plume, des gens qui ont des interprétations des films très très fines, etc., très obscures, voilà. Et tout d'un coup, ça vous montre de la lumière. Mon travail à moi, je trouve que j'ai fait une bonne scène, que j'ai écrit une bonne scène quand je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Et quand je comprends ce qu'elle veut dire, les acteurs y viennent pour que je me dise « Ah, je croyais que je savais ce que voulait dire la scène, mais je ne savais pas. » Et quand elle est jouée, là, je comprends. Là, enfin, je comprends. Si c'est pas passé ce petit miracle, et c'est pas important, le miracle peut durer une seconde d'une prise, d'un seul plan de la scène, et tout d'un coup, il y a une surprise phénoménale, ça vaut pas le coup d'aller sur un tournage, ce serait enregistrer un programme, quoi. Et c'est pour aller sur quand le sens déborde du cadre de l'image que je suis complètement heureux. Et c'est dans ce sens-là que j'ai l'impression que les acteurs, les écrivains de cinéma, les réalisateurs, c'est un tout petit peu, c'est des métiers qui ont à voir les uns avec les autres, parce qu'il s'agit de prendre un texte et de l'interpréter, de le faire chanter. Et c'est ce qui est proposé à la salle, aux spectateurs. Faites chanter le film. Dites, ah bah non, le début, c'était pas comme ça qu'il fallait faire plus doux. C'est tout le monde, les chefs d'orchestre, tout le monde interprète, c'est à déplier le sens qui est dans le film. C'est comme ça que je vois les choses. Il y a une chose aussi qui est assez frappante, c'est que assez vite, la critique commente le fait que loue les dialogues de vos films. Et dans les 2 premiers entretiens que vous nous donnez, vous dites qu'au montage, parfois, vous choisissez la prise en enlevant le son. Toujours. Encore maintenant. Ouais. Alors, parfois vous dites, on met une musique à la place, et c'est ça qui va dicter en fait, le choix, et même le montage parfois. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Parce que je pense que le cinéma est né muet, il reste muet. Je continue à avoir des films muets. Je pense récemment, comme ça, il y a la rétrospective Murnau. J'ai été voir l'Aurore avec Carole Beffa au piano. On était stupéfait de beauté. J'ai revu il n'y a pas longtemps, mais c'était une mauvaise copie, parce que c'était pas la copie restaurée de City Girl que j'aime tout autant et qui est un film sublime. Et si vous voulez, donc quand je vois plus au montage ce qui se passe, je sais plus si l'acteur il est bon. C'est quelle prise qui est bien. C'est dans quelle prise il dit plus la vérité. Je n'en sais rien, au bout d'un moment, j'en ai vu tellement. Donc je demande, évidemment, on fait un pré-choix, et après on met de la musique, on coupe le son, et je regarde comme je regarde des acteurs de cinéma muet, quoi, et je les vois et après je dis voilà, et après que la fille, si tu veux, fait un plan avec un désarroi, et donc on colle le plan avec le désarroi sans le son. Et je mets là, la fille, elle est irritée devant ce désarroi, parce qu'elle voulait qu'on l'aide. Alors donc donne un autre plan, et puis on colle ces bouts de plan, on met une belle musique dessus, et après je demande à la monteuse, en numérique c'est différent, parce qu'en numérique le son est collé tout de suite après, oui. Et alors je dis maintenant on peut jouer avec le son, et maintenant on joue avec le son, et ça marche toujours, si vous avez les bons plans comme au cinéma muet avec, et après vous mettez le son, les répliques elles collent, elles marchent, vous pouvez les prendre n'importe où dans la scène, ça marche, toujours. C'est parce que je pense que le cinéma est resté muet. Il y a une vérité profonde dans le cinéma muet. Ça se voit aux tailles de cadre que je fais dans mes films. C'est le plus beau compliment que j'avais reçu. C'était de quelqu'un de la Cinémathèque qui avait dit c'est étrange parce que vous faites des films avec des dialogues et pourtant c'est des plans de cinéma muet. Je me suis dit j'ai réussi mon coup là. Mais vous les bossez quand même beaucoup les dialogues. Oui. C'était une réplique que j'aimais bien. C'est sur La vie des morts. Je m'étais dit j'ai peut-être un petit talent pour ça. C'est Emmanuel Salinger qui était devant une porte et tous les cousins vont discuter du suicide de l'aîné des cousins et qui est à l'hôpital. Et il fallait écrire et j'essayais de fuir le naturel. C'est le naturalisme ou l'idéologie naturaliste qui ne me convenait pas.
Et donc j'avais écrit bon, je ferme un peu la porte parce que bon. Et j'ai vu que l'acteur, quand je lui ai écrit ça sur un bout de papier, je lui ai dit tu pourrais dire ça en début de scène et tu viens t'asseoir. Puis il y avait un mouvement de caméra assez habile pour qu'on découvre peu à peu tous les acteurs de la scène. Ils étaient nombreux à jouer dans la scène. Et donc j'avais griffonné ça sur une feuille de papier et je voyais Salinger qui la prenait par cœur. Et la première prise a commencé, on a fait beaucoup de prises. Et il avait cette étrangeté qui n'appartient qu'à lui. Il avait dit bon, eh bien je ferme un peu la porte parce que bon. Et tous les autres acteurs étaient jaloux en se disant putain, il a la meilleure réplique de la scène. C'est écœurant. Et du coup, j'avais vu que c'était drôle, quoi. Il y avait une vis comica que je n'avais pas soupçonnée et que je ne me savais pas. Et c'est ce que j'ai essayé de travailler un peu. Voilà ce qu'on apprend quand on fait un entretien long. Alors, il y a aussi une chose qu'on apprend parce qu'on ne peut pas en être conscient quand on regarde un film. Alors, vous l'avez expliqué quand même dans beaucoup d'interviews. Qu'est-ce qu'on appelle les varias, c'est-à-dire ou les variantes, mais vous appelez ça les varias. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour ceux qui n'auraient jamais lu une interview de vous? Ben, les varias, c'est des fois dans les dialogues que je fais, des fois j'ai des bonnes répliques que je ne sais pas où mettre. J'ai la scène où ils discutent, je ne sais pas moi, la scène de la vie conjugale, faut divorcer chérie, etc. Machin, je sors avec quelqu'un d'autre, je ne t'aime plus, etc. Voilà. J'essaie d'écrire ça, j'essaie que les répliques me surprennent. Et des fois, j'ai une bonne réplique, je ne sais pas où la caser. Alors, je fais une petite étoile, j'écris Varia, et j'écris l'un des deux pourrait dire, et j'ai une bonne blague. Je ne sais pas encore où je la mettrai. Et après, dans une scène aussi, souvent, c'est comme ça dans la vie. Vous voyez, je parlais du film du film de Bergman, scène de la vie conjugale, je ne t'aime plus. N'importe qui peut le dire. Vous voyez, c'est Erland Josephson qui quitte Liv Ullmann. On peut très bien imaginer exactement la même scène où il arrive et il montre la photo de la fille du laboratoire avec qui il sort, etc. Et c'est Liv Ullmann qui, tout d'un coup, lui dit nûment « je t'aime plus ». Et lui dit « mais je t'aime encore, je sors avec l'autre fille ». C'est une varia. Vous prenez exactement la même scène, la même action, mais vous changez le dispositif puisque vous vous rendez compte que cette phrase peut appartenir à l'un ou à l'autre des personnages. Alors, des fois aussi, la scène se termine tragiquement. Je me dis, oh, ce serait peut-être pas mal d'avoir une fin heureuse pour la scène ou plus amusante. Donc il y a une petite varia qui termine, vous voyez, en queue de poisson, comme ça, la scène avec une queue qui remonte, comme ça. Et du coup, après, sur le plateau, on voit laquelle des varias est la mieux. Et après, au montage aussi, non? Et au montage aussi, bien sûr. Vraiment, vous réécrivez les films au montage? Un peu, oui, oui. Mais il n'y a pas des films où ce système de varia est plus important que sur d'autres? Si, il y en a eu. Très certainement, c'était. Vous en parlez beaucoup, je crois, sur un conte de Noël. Sur un conte de Noël, mais c'était parce qu'on avait eu très peu de préparation. Très peu de préparation. Ouais. Et du coup, il y avait des choses qu'il fallait beaucoup plus inventer sur le tournage. Parce que j'avais pas eu assez de temps pour méditer le truc. Quoi. Mais y compris des scènes qui vont avoir des répercussions sur d'autres scènes, etc. Oui, donc oui, ça change un peu. Voilà, Non, les varias, c'est des façons de parler, c'est des blagues, c'est pour éclairer la scène ou rajouter un drame comme ça au milieu ou avec des choses comme ça qui font des petits éclats que je préfère disposer après. Plutôt qu'avoir un scénario bien ficelé, je préfère ajouter des éclats au tournage. Et du coup, vous voyez, c'est comme le bon, je ferme un peu la porte parce que bon, c'était pas prévu, c'est des bouts de trucs que je note sur mes poches et je dis bah tiens, dis ça en début de scène, rajoute ça au milieu, tu vas voir l'autre acteur, il sera très embêté, il saura pas quoi te répondre. Et hop, on le fait comme ça et puis ça permet des choses comme ça. Une dernière question. Ouais, une dernière question là-bas. Bonsoir. Je vais revenir sur ce que vous expliquiez précédemment et je vais peut-être un peu... donc, dans le film Étreinte brisée de Pedro Almodóvar, le metteur en scène qui devient aveugle, il va reconstituer le film par l'oreille. Donc, c'est pour dire... est-ce que c'est une question... De toute façon, chaque metteur en scène a sa façon un vrai metteur en scène a sa façon de procéder ou on n'est pas tous obligés de faire pareil. Mais voilà, je voulais rebondir là-dessus. C'est un peu je sais pas quel mot on peut utiliser, quoi. Mais donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des trains brisés où oui. Il retrouve les roches et lui, il ne voit plus l'image et il entend simplement. Donc,
l'inverse de ce que vous disiez, mais c'est pas forcément contradictoire. Voilà, merci, c'est tout. J'ai envie de rebondir de deux façons. Une chose, c'est je vous ai dit, j'ai jamais vu mes films et j'ai restauré les 3 premiers, La vie des morts, La Sentinelle et Comment je me suis disputé. Et j'étais à l'étalonnage, d'abord avec Éric Gauthier et puis avec Caroline Champetier. Ils étaient écœurés parce que j'ai jamais vu le film. Je les ai jamais vus puisque quand on met l'image et le son ensemble, je m'en vais. C'est Laurence Briot qui est ensemble. Quand on vérifie, je suis pas là. Et à tous les plans, je dis alors, au plan d'après, il faudra baisser un tout petit peu la lumière, il faudra ajouter du vert, etc. Et les films sont effroyablement longs. Mes premiers films étaient effroyablement trop longs et j'adore ça. Pas La vie des morts. Non, La vie des morts. Pour un court-métrage, c'était quand même pas mal. Je vous assure qu'au CNC, pour un ils n'étaient pas long-métrage, d'accord. il est court. Non, oui, bien sûr, mais je l'avais vendu comme un film de 15 minutes. Donc, vous voyez à quel point j'ai dépassé. Et donc, je me souvenais, sans les avoir vus, en revoyant en muet, vous voyez, en voyant un plan, parce que c'était logique, parce que le chemin de pensée, c'était le même. Donc je me dis, c'est logique, après ce plan-là, c'est logique, ça va être telle réplique, ils vont couper, etc. Donc les films, je les connais par cœur. Je les connais par cœur. Je les refais tout le temps, en me disant, ça, j'aurais dû le faire autrement. C'est tout le temps. C'est sans cesse. Donc je les connais par cœur. Je n'ai pas besoin de les revoir. Et l'autre chose que ça m'évoque, mais peut-être parce que je pense à l'autre film de Almodovar, celui où il a mal au dos, avec le plus beau baiser de l'année. Comment ? Gloire et douleur. Oui, c'est ça. Douleur et gloire. Oui. Et c'est que j'ai un trait, j'ai un inconscient qui est domestiqué d'une façon terrifiante. C'est-à-dire que quand je suis en tournage, et ça m'arrive pas, je rêve beaucoup, mais pas. Voilà, je fais les rêves et les cauchemars que je peux faire, comme tout à chacun. Mais quand je tourne, je ne rêve que d'un truc pendant tout le tournage. Et le tournage peut être court ou long. C'est toutes les nuits. C'est déprimant presque quand je vais me coucher. Je rêve de la journée du lendemain et des soucis techniques que je vais avoir le lendemain. Et je ne sais pas lesquels. C'est-à-dire, je me couche en pensant que je vais rêver à des choses qui vont me nourrir pour le lendemain, etc. Et je rêve que j'arrive sur le tournage, dans le bon décor, qu'on a fait le repérage technique, etc. Et qu'on dit où on gare les camions, etc. Du coup, j'arrive au taquet le lendemain matin. Je ne me fais pas chier avec les camions. Et je sais tout de suite, je rêve que l'acteur a du mal pour le texte parce que je sais que la scène du lendemain, il y a un long monologue. Je rêve que l'actrice n'est pas contente pour le costume et parce qu'elle avait raison, que le costume, il n'était pas bien. Je rêve que de tous les problèmes. Et donc, je les règle. Donc, la première chose que je fais quand on arrive sur le plateau, l'assistante me demande à quoi j'ai rêvé. Je dis, alors, les costumes, ça ne va pas. Il y a le truc, etc. Je ne rêve que de ça. Et c'est des rêves, mais sans aucun truc artistique. Hein. C'est juste ras des pâquerettes. C'est un peu des rêves d'angoissés, non ? Je sais pas, c'est pratique en même temps parce que ça me permet de. Ça peut être pratique d'être angoissé. C'est pratique d'être angoissé. Ce qui est génial, c'est de se souvenir des rêves au réveil. Ça prend quand même. C'est cultiver son angoisse pour continuer à faire des films. Voilà. Et je voudrais juste, il y a une chose qui m'est revenue aussi, ce qui est formidable quand on relit plusieurs entretiens sur des années. C'est un dialogue. En fait. C'est les choses. C'est ça qui est important dans une revue de cinéma d'avoir nos auteurs, c'est que on reprend la conversation. Il faut savoir que les critiques sont pas forcément amis dans la vie avec les metteurs en scène. Et il y a faut pas d'ailleurs de se revoir à ce moment-là parce qu'on a quelque chose à faire ensemble. On a quelque chose à faire ensemble, c'est de parler de ce film et de célébrer le film. C'est-à-dire que nous, on l'a aimé et on va le dire. On va le dire dans la manière de converser avec le cinéaste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les échos, mais qui sont parfois très lointains, qui 10 ans après, cette phrase qui va vous ramener à une chose que Desplechin a dite, et puis qui fleurira ou prendra son sens 3, 4, 5 entretiens après. Alors, une chose, par exemple, qui m'a frappé, je n'avais jamais... m'étais pas posé la question quand j'avais lu les entretiens à l'époque où je les avais faits, c'est qu'il y a plusieurs de vos films qui se sont appelés Nos Arcadies, en fait. Oui. En fait. Oui. Et c'est motivé. Et donc c'est intéressant parce qu'à chaque fois vous en parlez et vous dites pourquoi vous avez renoncé à ce titre. Et c'est pas les mêmes raisons, mais en tout cas la lecture, c'est là que le comment est intéressant parce que sinon pourquoi ça ne suffit pas. Et puis des choses qu'on voit aussi quand vous faites. Par exemple, vous faites passer des essais à Emmanuel Devos sur YRN sur tromperie. Donc, c'est dans le bonus DVD en plus. Oui, en plus, c'est un bonus DVD qui est très très important.
par le fait, puisque Philip Roth l'a vu, et que ça a été une sorte d'adoubement. Voilà. Donc un film rebondit sur un autre. Il y a ce dialogue. C'est vrai que il y a aussi une chose, c'est-à-dire récemment, vous avez réalisé des épisodes pour En Thérapie. Et ce qui est drôle, c'est qu'en relisant l'entretien sur Jimmy Pay, vous parlez de In Treatment. Et donc, c'est des choses qui peut-être vous ont sorti de la tête, mais qu'on arrive à reconstruire une autre histoire comme ça. Voilà. J'ai ajouté une chose enfin, prenez-le tous deux comme une déclaration. C'est vrai que je me demandais ce que c'était d'avoir été électricien, opérateur, etc. Et j'ai désiré cette vie-là. J'ai désiré faire un métier manuel. J'ai désiré ne pas être universitaire. Voilà, apprendre à ranger un camion. Ne pas être critique. Et ça, je ne l'ai pas désiré. Ça, je l'ai pas désiré. Et ça, c'était une blessure une blessure d'orgueil comme ça, tout à fait forte. Chaque fois, je me disais, ouais, non, Assayas, ça c'est un réalisateur, il était critique et tout ça, mais même Carax, il a fait qu'une notule sur un film de Stallone. Enfin, quand même, il a fait quand même une notule sur Stallone comme ça. Moi, je n'ai pas fait tout ça. Je me disais, et parce que ça m'intimidait trop. Je croyais, moi, que, je sais pas, je lisais des articles de Pascal Bonitzer, et je me disais, il faut être Schaeffer, c'était redoutable. Il avait écrit des livres redoutables. Et je me disais, il faut être bac+6 comme ça. Mais je ne suis pas bac+6, je ne peux pas écrire sur. Et c'est à Positif que j'ai publié. Et enfin, c'était ma revanche. J'ai publié un jour un texte critique et c'était à Positif et c'était sur Vania 42nd Street. Voilà. Et le jour où j'ai reçu le numéro avec la critique, ça, je me disais, j'ai enfin rattrapé les 20 ans que je n'ai pas pu vivre, mais l'âge de mes 19 ans ou mes 20 ans. J'ai pas su le faire à l'époque et je sais le faire maintenant, beaucoup plus tard dans ma vie. Et pour moi, je rejoignais la confrérie, quoi. Je dépliais un film. Bah, vous êtes passé de surréalisateur en fait à surspectateur, donc c'est bien. Merci beaucoup Arnaud Desplechin. Merci à tous.